L'Égypte ancienne a donné au monde les monuments les plus extraordinaires de toute l'humanité. Son histoire, longue de 3500 ans, s'arrête brutalement avec le triomphe du christianisme au IVe siècle. Mais cette civilisation extraordinaire n'a pas disparu pour autant. Lorsqu'au XIXe siècle, Jean-François Champollion perce le secret des hiéroglyphes, l'écriture des anciens Égyptiens, le monde comprend ce qu'il doit aux pharaons. L'architecture, les nécropoles, la construction navale et la langue copte des chrétiens égyptiens plongent leurs racines dans cette histoire millénaire. L'Égypte contemporaine est bien la fille de l'Égypte antique. Le Caire, cette mégalopole de 16 millions d'habitants, s'étend à perte de vue. En ce mois de juin, malgré la chaleur écrasante, le brouillard de pollution au-dessus de la ville semble moins épais que d'habitude. Nous sommes en plein mois de Ramadan et la ville tourne au ralenti. Les kérotes sortent seulement pour faire leurs courses en prévision de la rupture du jeûne en début de soirée. Environ 95% des Égyptiens sont musulmans. L'islam est partout et fait partie de la vie quotidienne. En témoigne la foule assemblée au pied de la mosquée Al-Hussein dans le centre-ville. Des milliers de croyants se regroupent en attendant la prière du soir. Les repas sont déjà servis. Chacun est suspendu à l'appel du muezzin. Quand il aura prononcé pour la 3e fois Allahu Akbar, ce sera l'iftar, la rupture du jeûne. On pourrait croire ces scènes immuables. Mais la religion musulmane n'est arrivée en Égypte qu'en 640 de notre ère, ce qui, à l'échelle de l'histoire multimillénaire de cette civilisation, est assez récent. Ses racines culturelles plongent dans un terreau bien plus ancien. Un héritage bien visible. À Gizeh, en banlieue du Caire, les anciens Égyptiens ont érigé ce qui est encore l'emblème du pays pour le monde entier, les pyramides. Ces immenses tombeaux ont été construits sous l'Ancien Empire, il y a plus de 4500 ans. Ce sont de véritables prouesses d'architecture. La pyramide de Khéops mesure 147 mètres de haut. C'est la plus haute d'Égypte, et c'est la seule des 7 merveilles du monde antique qui a résisté au temps. Celle du pharaon Khéphren est presque sa jumelle. Le site des pyramides a vu passer des millions de touristes depuis l'Antiquité, mais aussi de nombreux chefs d'État. Doha est guide conférencière francophone. Elle a eu la chance d'en faire la visite guidée à François Mitterrand et à Jacques Chirac. Qu'on soit président, qu'on soit un chef d'État, qu'on soit un simple ouvrier, les pyramides n'arrêtent pas de fasciner tout le monde. Le premier étranger à avoir visité les pyramides et à les décrire est grec. On le surnomme le père de l'histoire. C'est Hérodote, vers 430 avant notre ère. Le mot pyramide, qu'on utilise maintenant, parlant de ces monuments, c'est un mot qui vient de l'époque grecque, c'est le mot pyramis. Les Grecs préparaient un gâteau, qu'ils appelaient pyramis, qui avait cette forme-là. En venant en Égypte, ils ont trouvé leur gâteau en pierre avec une taille pharaonique, ils leur ont donné le même nom. Et la forme pyramidale elle-même était une forme sacrée parce que ça imite les rayons du soleil, sortant du soleil, couvrant la terre avec des rayons qui ont des formes pyramidales. Et c'est comme ça que le roi, qui a été considéré comme l'incarnation du soleil sur la terre, veut absolument se faire enterrer à l'intérieur ou sous une forme sacrée, qui était la forme de la pyramide ou la forme des rayons du soleil. Le droit de se faire enterrer dans une pyramide était réservé aux pharaons et ses épouses de la famille royale. Même les princes et les princesses n'avaient pas ce droit. Quels que soient leurs moyens, ils se faisaient enterrer plutôt dans ce qu'on appelle maintenant les mastabas.
À Gizeh, le gardien des pyramides est aussi célèbre que ses protégés. Le Sphinx veille depuis plus de 2500 ans sur les sépultures royales. Ce lion à tête humaine mesure 74 mètres de long et 20 mètres de haut. Un protecteur plutôt dissuasif. Ici, nous sommes entre les pattes de ce fameux sphinx qui a les traits du visage représentant Khéphren, le constructeur de la deuxième pyramide. Cette stèle en granit rose entre les pattes du sphinx est la stèle qui commémore en fait le rêve de Thothmosis IV autour du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Et le sphinx est ensablé et il était à la chasse des animaux du désert. Il s'est endormi à l'ombre de la tête du sphinx et il a eu un rêve que le dieu solaire lui est apparu et qui lui parle et qui lui dit « Si tu me désensables, je te promets le trône ». Il s'est réveillé, il a raconté l'histoire au prêtre, on l'a cru, et on a commencé à désensabler le sphinx. Et c'est une preuve que le sphinx, en fait, n'arrêtait pas de s'ensabler et de se faire désensabler. On l'a désensablé aussi à l'époque grecque et à l'époque romaine. Et puis à partir du moment où la religion chrétienne devient religion officielle du pays, ce site, comme tout autre site, va devenir un lieu païen, et ça va être complètement négligé, et le sphinx va s'ensabler encore une fois. Et c'est le fait qu'il a protégé, d'ailleurs. Les Coptes étaient les premiers qui ont commencé à mutiler la figure du sphinx. Et puis, les Arabes vont continuer la tâche. Il y a une légende ou une histoire qui raconte qu'un certain Saïm ad-Dahr de l'époque Memlouk, qui trouvait que le sphinx était une représentation païenne, il est venu, il a mutilé la figure du sphinx où il a plutôt cassé le nez. C'est pas Obélix qui l'a cassé. Le Sphinx est toujours aujourd'hui la sculpture taillée d'un seul bloc, la plus grande au monde. Mais les pyramides, elles, ont nécessité des millions de blocs de pierre. Certains viennent directement du plateau de Gizeh, mais d'autres proviennent d'une carrière toujours visible aujourd'hui. À une dizaine de kilomètres des pyramides, en bordure du Caire, la colline du Mokattam garde encore les stigmates de l'exploitation pharaonique. Certaines pierres venaient de beaucoup plus loin, grâce à une voie de communication naturelle, le Nil. À 700 km au sud du Caire, la ville de Luxor, l'ancienne Thèbes de l'Égypte pharaonique, abrite elle aussi un monument gigantesque. Le temple de Karnak a, comme les pyramides, nécessité un nombre impressionnant de pierres. C'est le complexe religieux le plus vaste de l'Antiquité. Il s'étend sur 2 km². En collaboration avec leurs homologues égyptiens, une équipe d'archéologues français du CNRS travaille à reconstruire certaines parties du temple, sous la direction d'Antoine Garric, restaurateur et tailleur de pierre. La statue de Toutankhamon qu'on a ici, elle a à peu près 3500 ans, quoi. Donc elle n'est pas toute jeune, non. Elle a été fracturée, on ne sait pas pourquoi. Il manque des éléments, sûrement après une chute ou un pillage, mais ce qui en reste est quand même en très très bon état de conservation, quoi. Et on a retrouvé en fait le fragment de nez ici il y a une dizaine d'années, dans la zone ici, lors d'une fouille. Et donc il a été recollé il y a une petite dizaine d'années en fait. Bientôt on va donc déposer cette statue, dont on va remplacer donc, la partie manquante donc, ici, vous voyez, qui est en ciment. Ça a été fait en 1912, je crois. Et ils ont fait ça avec les moyens de l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une statue qui est très visible d'un roi très connu dans le cœur du temple de Karnak.
Du coup, c'est un projet voilà, intéressant et important aussi pour l'histoire du site et pour les Égyptiens de mettre vraiment en valeur cette statue avec une meilleure qualité de présentation, quoi. Donc on va démonter tout ça pour remplacer en fait ces deux parties manquantes par de la pierre neuve, avec donc des beaux blocs taillés qui vont restituer vraiment la forme réelle de la statue, quoi. La restauration de cette statue est conçue pour être entièrement réversible si un jour les parties manquantes de Toutankhamon étaient retrouvées. Sur le chantier, la sculpture du buste et de la jambe gauche du pharaon a déjà débuté. Antoine Garric travaille un bloc de grès très proche de ceux qu'on utilisait dans l'Antiquité. C'est une pierre tendre, qu'à l'époque, en tout cas à l'Antiquité, on pouvait tailler même sans acier. L'arrivée du fer, c'est moins 600, on va dire. Avant, on peut tailler sans souci avec des maillets de bois et des outils en bronze. Oui, après, ici, sur le travail que je fais actuellement, on utilise des outils modernes, évidemment. On pourrait, entre guillemets, s'amuser à le faire avec des outils antiques, ça prendrait 10 fois plus de temps. Si on le fait, ça s'appelle de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire c'est un but bien défini, etc. Bon, là, c'est pas le but de l'opération. Pour la finition, en tout cas sur le grès, on peut tout simplement utiliser un autre bout de grès. À sec, ça marche très très bien. En fait, les deux s'auto-abrasent, vous voyez, ça fait on a la peau tout de suite. Et on a un niveau de finition très 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 fin. Donc, vous voyez, c'est super efficace, quoi. Donc, même si je fais, moi, la taille avec des outils modernes, la finition, je vais la faire avec ça. Et donc, on aura exactement la même finition que sur une pierre antique. Si l'équipe d'Antoine travaille sur des statues, elle est aussi en charge de la restauration des murs de la cour de la Cachette, au cœur du temple de Karnak, dont les décorations datent de Toutmosis III. L'équipe a déjà achevé la reconstruction du mur Est. Elle s'attaque maintenant au mur Nord. Un véritable puzzle géant avec des blocs de pierre de plusieurs tonnes. Antoine est aidé par Mohamed, un tailleur de pierre égyptien qui l'a formé. Je fais ce métier depuis 10 ans et j'ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que même à l'heure de ma mort, je n'aurai toujours pas fini mon apprentissage. Travailler la pierre, il n'y a rien de plus noble. C'est un domaine tellement vaste, cela me rend humble. Mais je sais bien que je suis encore un débutant dans ce métier. En Égypte, les tailleurs de pierre ont du travail pour plusieurs générations, tant les découvertes archéologiques sont nombreuses. Et si au premier coup d'œil, certains édifices antiques semblent intacts, ils sont en réalité très incomplets. Les 3 grandes pyramides en sont un bon exemple. Aucune n'a conservé son sommet. Ça, c'est le pyramidion qui devait surmonter la pyramide. Ce bloc était originel, on l'a trouvé enfui dans le sable en faisant les fouilles. Et c'est le sommet de la pyramide. Sur la pyramide de Képhren, on voit une bonne partie de son revêtement. Elle a perdu la pointe du sommet, mais on voit quand même, ou on peut imaginer comment étaient les faces des pyramides avec leur sommet. Ça devait être très joli, impressionnant d'ailleurs. De nos jours, on a du mal à imaginer l'aspect initial des grandes pyramides. Elles devaient être majestueuses, parées de leur revêtement d'un blanc éclatant et parfaitement lisse. Mais depuis 4500 ans, elles ont perdu de leur superbe, comme la plupart des monuments pharaoniques. Jean-François Champollion, le grand égyptologue français, est venu en Égypte vers 1830. On estime que 70% de ce qu'il a vu et décrit à l'époque a complètement disparu aujourd'hui. Les causes sont multiples. L'érosion, les tremblements de terre, les crues du Nil et surtout l'homme. La pyramide a été utilisée pendant des siècles et des siècles comme une carrière. Et c'est malheureusement comme ça qu'elle a perdu son revêtement. Le revêtement
a disparu et une bonne partie aussi de la base a disparu. Et Mohamed Ali, le roi d'Égypte du 19e siècle, est très fier de lui-même d'avoir construit un barrage au nord du Caire en se servant du revêtement de ces pyramides. Chaque génération est venue se servir sur les monuments pharaoniques. Dès l'Antiquité, certains pharaons réutilisaient les monuments de leurs prédécesseurs. Puis les Grecs, les Romains et les chrétiens se sont eux aussi allègrement fournis en blocs de pierre sur les vestiges antiques. La majesté de l'Égypte musulmane s'est également construite avec les débris de la gloire pharaonique. Au Caire, le fondateur de la dynastie des Mamelouks, au XIVe siècle, s'est fait ériger un gigantesque tombeau. Ce mausolée n'aurait peut-être jamais vu le jour sans l'aide bien involontaire des anciens Égyptiens. Et là, c'est un exemple flagrant des anciennes pierres qui ont été réutilisées à l'époque Mamelouk. Et on voit le dieu solaire au sommet du cartouche. Le cartouche par terre ici, c'est pas fait par hasard, c'est fait exprès pour écraser tout ce qui vient de l'époque païenne. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, les anciens Égyptiens, d'abord, avaient l'habitude de marcher à tout ce qu'ils n'aimaient pas, de les représenter sous leurs pieds. Et jusqu'à maintenant, dans le langage courant des Égyptiens, on dit « je vais te marcher dessus », qui veut dire « je vais t'écraser ». Et là, ils écrasent tout ce qui vient de l'époque pharaonique. Barkouk s'est construit un mausolée à la hauteur de son règne. Les Mamelouks existent depuis le 9e siècle de notre ère. Souvent originaires du Caucase, ces esclaves affranchis sont instruits aux arts militaires au service de souverains musulmans. Avec Barkouk, ils prennent le pouvoir pour la seconde fois de l'histoire de l'Égypte en 1382 et donneront au pays 49 sultans jusqu'à leur chute au 19e siècle. Ici, c'est le mausolée du sultan Barkouk. Le mausolée est une salle de prière assez impressionnante puisque c'est quand même construit par le sultan. Et elle surmonte un caveau dans lequel il va se faire enterrer. D'après la religion islamique, l'usage de toutes sortes de sarcophages et cercueils est interdit. Il est enveloppé avec un linceul et posé dans une chambre souterraine. Tandis que les monuments qu'on voit ici, c'est juste des monuments qui représentent la pierre tombale de simples tombes. Comme à l'époque pharaonique, les anciens Égyptiens se faisaient enterrer dans le sous-sol et ils construisaient dans leur mastaba quelques pièces, les mausolées de l'époque Mamelouk étaient pareils. Le mausolée du sultan Barkouk est le plus grand monument funéraire du Caire, avec plus de 4500 mètres carrés. Plus qu'un simple tombeau, c'est un véritable complexe conçu pour recevoir une école avec des quartiers d'habitation et un lieu de culte. La mosquée accueille encore aujourd'hui de nombreux enterrements d'anonymes. Ils viennent chercher un peu de la renommée du grand sultan mamelouk avant d'être inhumés. C'est en grimpant au sommet des minarets que l'on prend conscience de l'influence qu'a eu Barkouk sur cette partie du Caire. On est en plein cimetière du Caire. Et il était d'ailleurs parmi les premiers qui ont construit son mausolée par ici. Ce cimetière était au début utilisé pour construire les mausolées des sultans. Et c'est le sultan Farag ibn Barkouk, en déplaçant la station des ânes qui était au pied de la citadelle dernièrement, qui a décidé en fait de le déplacer pour faire venir du monde ici, pour prier pour lui. Les ânes, c'était le seul moyen de transport du peuple à l'époque. Si la station principale était éloignée, on n'allait pas venir ici. Aujourd'hui, 5 siècles plus tard, puisqu'on est en plein cimetière, on voit des habitants à droite et à gauche et des tombes à droite et à gauche, pas seulement les tombes des sultans, mais les tombes de tout le monde parmi les habitants du Caire. Et là, on voit que les morts et les vivants cohabitent très bien.
Le cimetière qui entoure le mausolée du sultan Barkouk est gigantesque. Il occupe une grande partie de l'est du Caire. Les autorités estiment qu'un demi-million de personnes vivent dans ce qu'on surnomme la Cité des Morts. Les vivants s'accommodent de ce voisinage très original. Ils n'ont pas le choix. La surpopulation et la hausse des loyers ont repoussé de nombreux kérotes dans les cimetières du Caire. Une implantation d'autant plus facile que la Cité des Morts est organisée comme une véritable ville, avec ses rues, ses avenues, ses places. Ces nécropoles contemporaines, littéralement ville des morts en grec, ne sont pas sans rappeler celles que l'on aperçoit au pied des pyramides de Gizeh, datant d'à peu près 3500 ans avant notre ère. Nous sommes ici en pleine nécropole, derrière la pyramide de Khéops. Les hauts dignitaires vivant sous le règne de Khéops qui veulent retrouver leur deuxième vie sous son règne veulent absolument se faire enterrer derrière la pyramide de leur maître. C'était une ville avec des rues qui se croisent, qui était en pleine activité. Il y avait les personnes qui devaient venir présenter les offrandes pour leurs morts, les tailleurs de pierre, les constructeurs de mastabas, les peintres, les sculpteurs de tombes, ainsi que les embaumeurs. Toute une population vivait ici ou qui travaillait ici et côtoyait les morts qui étaient déjà enterrés dans le sous-sol. Si les anciens Égyptiens étaient de redoutables architectes, ils ont aussi laissé d'autres héritages importants à l'Égypte moderne. En 1950, les archéologues découvrent une cavité de 150 mètres de long au pied de la Grande Pyramide. Elle renferme un bateau vieux de 4500 ans, soigneusement démonté en 1224 pièces par les anciens Égyptiens. Son remontage prendra 10 ans. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent admirer la barque solaire de Khéops, tout proche de son lieu de découverte. Cette barque est liée au rite funéraire de l'Égypte pharaonique. Elle nous renseigne surtout sur la maîtrise technologique sophistiquée des Égyptiens à l'époque des premiers pharaons. Longue de 43 mètres, pesant 45 tonnes, la barque solaire est construite sans clous ni vis. Les planches sont assemblées entre elles par de la corde. L'étanchéité de la coque est assurée par le fait que le bois gonfle dans l'eau et que la corde se rétracte, plaquant fermement les planches les unes aux autres. Ce système de construction navale simple et ingénieux a fait la grandeur de l'Égypte, en unifiant ce grand pays grâce à son principal axe de communication, le Nil. Cette tradition navale a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. À Rosette, dans le delta du Nil, face à la Méditerranée, cet héritage est toujours vivace. Il ne se passe pas une journée sans qu'une embarcation ne soit mise à l'eau. À Rosette, il y a environ 35 chantiers navals. C'est une vieille tradition du coin. On a toujours fait ça. Ici, on n'apprend pas à construire des bateaux dans des livres, mais on a tous vu nos parents en faire. À l'époque, ils faisaient plutôt des petits bateaux de pêche et des transporteurs de marchandises. Aujourd'hui, l'industrie navale ici, c'est plutôt des gros yachts ou des bateaux de tourisme. Les constructeurs de Rosette se sont adaptés à la demande. La plupart des bateaux qu'ils fabriquent sont en acier. Mais dès qu'ils le peuvent, ils travaillent le même matériau que leurs ancêtres pharaoniques, le bois. Lui, c'est mon bateau en bois. Je suis en train de me le faire construire, parce que j'ai envie de garder les traditions. J'ai envie qu'on continue à utiliser du bois.
Vous savez, c'est un matériau qui a une âme. J'ai grandi avec le bois. J'ai vu mes parents, mes grands-parents l'utiliser. Ça me manquait vraiment. Alors je me suis fait faire un bateau en bois. C'est mon rêve de naviguer sur ce bateau. Aller à la pêche, faire des voyages, partir en vacances. Si Dieu le veut, il sera bientôt fini. Et alors je partirai. En plein mois de Ramadan, en journée, la construction navale est ralentie. La nuit, une fois la rupture du jeûne consommée, Rosette reprend son activité intense au rythme des soudeurs et des ouvriers des chantiers. Si Rosette est mondialement connue, ce n'est pas pour ses marins et ses bateaux de pêche. Sa renommée, elle la doit à une simple stèle, la pierre de Rosette, qui permit de lever l'un des plus grands mystères de l'archéologie, le déchiffrement des hiéroglyphes. C'est dans le fort de Qaït Bay qu'elle a été retrouvée en 1799. Depuis plus de 25 ans, Camille s'en garde l'entrée. Il connaît chaque recoin et chaque pierre de ce fort. C'est dans ce bastion que vivaient les soldats et qu'on stockait les munitions. Mais vous voyez ces colonnes pharaoniques et ce bloc de pierre là-bas? Ce sont aussi des vestiges antiques. Et des comme ça, il y en a partout dans le fort. Lors de la campagne d'Égypte, Bonaparte fait de cette forteresse mamelouk un point stratégique vital. Elle lui permet de contrôler l'accès au Nil et de prévenir les attaques anglaises. En 1799, les Français entreprennent de le restaurer. Ils ne s'attendent pas à y découvrir la clé de la pensée pharaonique. Voici une reproduction de la pierre de Rosette. L'original est au British Museum à Londres. C'est Bouchard, un officier français, qui l'a découverte alors qu'il était stationné dans le fort pendant la campagne d'Égypte. Ensuite, Champollion l'a étudiée. La pierre est écrite en 3 langues, en hiéroglyphes, en démotique et en grec ancien. C'est le même décret pharaonique, mais dans 3 langues différentes. Jean-François Champollion déchiffrera l'écriture hiéroglyphique 20 ans après la découverte de la pierre de Rosette. Pour y arriver, cet égyptologue génial peut compter sur son incroyable maîtrise de plusieurs langues. Sur la pierre, il traduit facilement le grec ancien. Mais une autre écriture retient son attention. Le démotique, une version écrite simplifiée des hiéroglyphes pour un usage quotidien. Et là, Champollion trouve la clé qui lui manque. Il remarque des similitudes entre cet égyptien ancien et une autre langue qu'il maîtrise parfaitement, le copte, la langue des chrétiens d'Égypte. Les coptes sont toujours présents en Égypte. Ils comptent à peu près 7 millions de fidèles. L'un de leurs centres spirituels se trouve dans le Wadi Natroum, une région semi-désertique à une centaine de kilomètres au sud de Rosette. Comme tous les dimanches, les fidèles affluent au monastère de Saint-Bichoy. Ils viennent d'un peu partout en Égypte
pour assister à la messe célébrée par les moines. Les femmes se sont maquillées et ont sorti leurs habits du dimanche. Le monastère est un espace de liberté pour cette minorité religieuse, descendant des sujets de Pharaon, dans ce pays à majorité musulmane. Sameh est copte. Il est aussi guide conférencier, spécialiste de l'égyptologie. D'après lui, la civilisation pharaonique n'est pas morte. Elle survit encore à travers sa communauté. Le copte, c'est la langue liturgique de l'Église égyptienne et c'est la dernière évolution de la langue que les anciens Égyptiens parlaient il y a quelques milliers d'années. Pour des raisons pratiques, ils ont utilisé l'alphabet grec pour écrire cette langue. Mais comme l'alphabet grec ne couvre pas tous les sons de la langue des anciens Égyptiens, ils ont rajouté 7 caractères démotiques pour faire l'alphabet copte. Et donc, pendant la messe, ce n'est pas uniquement qu'on voit la continuité de l'Égypte ancienne à travers la langue, mais également à travers les chants, à travers le rythme, l'utilisation de l'encens. Ça nous donne une idée de ce qui existait dans les temples des anciens Égyptiens. Au pays du muezzin, les cloches font entendre un autre écho. L'histoire du christianisme est liée à l'histoire de l'Égypte. Depuis plus de 16 siècles, les moines ont pris racine dans le désert du Sété. À leur apogée, on comptait plus de 60 monastères dans la région du Wadi Natroum. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4 en activité, dont le plus important est celui de Saint Bishoy, fondé au IVe siècle de notre ère par le saint du même nom. L'architecture des monastères se confond avec le paysage. Tout ici indique la rudesse du désert. Les dômes pour conserver la fraîcheur, les murs épais pour contrer la chaleur. Le climat n'a pas été le seul ennemi des moines, comme en témoignent les hauts murs des monastères et surtout ces constructions étonnantes, ancêtres des châteaux forts, les donjons fortifiés. Voilà, on arrive ici devant le donjon. Et pour y arriver, on passe par un pont-levis. Allez. Il y a dans tous les monastères de cette époque des donjons comme ça pour protéger les moines contre les attaques éventuelles des Berbères, des habitants du désert autour de ces monastères. C'est une forteresse à plusieurs étages. Au rez-de-chaussée, il y a un puits, une source d'eau, des magasins, des réserves. Deuxième niveau, il y a une église au nom de la Sainte Vierge, des cellules. Et ici, sur la terrasse, il y a une autre église au nom de l'archange Michel, l'archange protecteur des moines pendant les attaques. Une protection divine qui n'a pas empêché le martyre de quelques-uns. Mais malgré les attaques, les razzias et parfois la répression dont ils ont été les victimes, les moines coptes du Wadi Natroum n'ont jamais perdu la foi. Cette dévotion inébranlable se lit encore sur les murs de la chapelle du monastère de Suriani, tout proche de celui de Saint Bishoy.
Nous sommes dans l'église du 5e siècle, où malheureusement en 1990, il y a eu le feu. La moquette a pris le feu, tout a brûlé. Et là, il y avait une fresque qui a complètement noirci. Donc, il y a eu une équipe de l'Institut français de l'archéologie orientale qui est venue pour nettoyer cette fresque. Et en nettoyant la fresque, ils ont découvert qu'il y a une deuxième fresque en dessous. Et ils ont pu faire sortir en entier, enlever la fresque du XIe siècle. Et ils se sont retrouvés devant cette fresque qui date du 7e siècle, où on trouve un Jérusalem avec la Vierge assise sur un trône, l'ange Gabriel, donc c'est une scène d'annonciation qui se trouve à côté d'elle, et on a 4 personnages, Moïse et Isaïe d'un côté, Ézéchiel et Daniel de l'autre, et chaque prophète tient dans sa main la prophétie qui parle de l'arrivée du Messie. Ici, on a d'autres fresques, on a 2 couches, une couche 7e et une couche 11e. Sur la demi-coupole au-dessus de moi, c'est la couche 11e, où on a une scène d'annonciation et une scène de nativité. Et ici, on a des saints cavaliers dont on ne connaît pas les noms. On a des saints médecins et c'est une couche du 7e siècle. Alors, vous voyez, ici, on voit bien qu'il y a plusieurs couches dans l'église. Ça, c'est la première, 2e, 3e et 4e. Ces fresques sur lesquelles le temps n'a pas eu prise offrent aux visiteurs une opportunité hors norme. Celle d'admirer dans leurs couleurs originelles des peintures murales vieilles de 1300 ans. Alors, par là se trouve la grotte de Saint-Bischoy. Donc, c'est là où Saint-Bischoy a vécu et c'est l'habitat habituel des moines du IVe siècle. Un endroit tout petit, fermé, à peine la place pour vivre. Et par-dessus cette grotte, l'église a été construite au 5e siècle. Et comme vous voyez, c'est pas grand. Ouais, ça fait quoi? 2,5 mètres sur 2 mètres, pas plus que ça. Et c'est ici qu'il priait, Saint-Bischoy. Et là, d'après la tradition, Saint-Bischoy a attaché ses cheveux à la corde pour s'empêcher de dormir et pour essayer de prier le plus de temps possible. Et donc, voilà, c'est ici que Saint-Bischoy vivait, qu'il recevait les moines et qu'il enseignait. Avant de s'imposer dans toute la chrétienté, l'idée d'un mode de vie monastique est née dans cette partie du globe. Les plus fervents des premiers chrétiens ont voulu se retirer loin des tentations du monde. En Égypte, ils ont choisi de s'établir dans les déserts pour y prier en toute quiétude. Certains ont occupé des grottes, d'autres ont réutilisé les anciens tombeaux des pharaons. À Luxor, dans la montagne thébaine, les traces de ces premiers ermites subsistent un peu partout. Dans l'enceinte du temple d'Hathor, les premiers moines ont érigé une petite chapelle et des cellules sommaires. Sur le mur du temple, ils ont gravé des croix, signe de leur foi. Mais aux confins des cataractes du Nil, dans l'île de Philae, la présence copte est malheureusement beaucoup plus visible. Dans ce haut lieu de la religion pharaonique, les chrétiens se sont acharnés contre ce qu'ils considéraient comme des idoles païennes. Chaque dieu égyptien a été méthodiquement martelé comme un symbole de la victoire du monothéisme sur les anciennes religions.
Aujourd'hui, les moines ne sont plus isolés dans des grottes comme les premiers ermites. Ils vivent en communauté, avec des règles très précises. Quand on devient moine, on rompt tous ses engagements avec le monde extérieur. Nos amis, nos familles et notre ancien travail. Nous cherchons ainsi à créer une relation exclusive et privilégiée avec Dieu. C'est la clé du monachisme. Rompre avec tous et s'associer avec un seul. Et pour cela, il y a 3 conditions. Il faut vivre dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ce sont les 3 éléments essentiels pour devenir moine. L'existence monastique n'est pas seulement contemplative. Le travail est aussi important que la prière. Le couvent de Saint-Bishoy compte 120 moines et plus de 400 travailleurs laïcs. Le monastère fonctionne comme une entreprise qui n'aurait qu'un seul objectif, vivre en autarcie. Tout ou presque est produit ou fabriqué sur place. Les repas, le pain, les cierges et surtout le vin. Car dans un pays à majorité musulmane où l'alcool est proscrit, il est très difficile d'en trouver dans le commerce. On colle sur les bouteilles une étiquette avec le nom du monastère et une image de Saint-Bishoy. Et là, il est écrit « Vallée du Wadi Natroum ». Ensuite, on n'a plus qu'à rajouter la capsule. Ce vin, c'est de la barca, du vin de messe. Il n'est pas destiné à la vente. On l'utilise ici au monastère et on en donne aussi aux églises qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. À l'époque pharaonique, le vin était conservé dans des amphores. Il était déjà étiqueté avec son millésime, sa provenance, le nom du propriétaire et du maître de chai. Cela fait 5000 ans que la vigne est cultivée sur les bords du Nil. Sous l'Ancien Empire, il est réservé à une élite, puis petit à petit, le vin se démocratise. Mais il reste un élément important de la religion des anciens Égyptiens. Il est associé à Osiris, le dieu de la victoire sur la mort, car le vin est un symbole du renouveau, et sa couleur rouge évoque le sang et la vie éternelle. Les chrétiens vont aussi s'emparer de ce symbole en l'identifiant au sang de Jésus-Christ. La grande force des moines d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, est d'avoir réussi à domestiquer un milieu hostile, à cultiver aux portes du désert. Moi, j'étais comptable. Le travail des champs, diriger les ouvriers, j'ai tout appris au monastère. Ça, c'est du gombo. Ici, vous pouvez manger nos légumes en toute sécurité. On n'utilise aucun engrais chimique et aucun pesticide. C'est vraiment ce qu'on peut appeler du bio. Ça fait une trentaine d'années que je suis au monastère. Je suis arrivé en 1990. Je n'y connaissais rien du tout. J'ai tout appris ici. Et franchement, ça me réussit. J'aime cette vie. J'ai 52 ans.
La vie monastique avec notre Seigneur, ça fait rester jeune. L'Égypte pharaonique est encore de ce monde. Elle a survécu à travers la langue copte, l'architecture et certains monuments religieux. Les pyramides de Gizeh ne sont que la partie émergée de cet héritage. L'Égypte contemporaine se considère elle aussi comme la fille des pharaons. Au Caire, le monument du soldat inconnu assume pleinement cette filiation. C'est sous cette pyramide qu'un des dirigeants les plus importants de l'Égypte contemporaine, le président Anwar el-Sadat, assassiné en 1981, a été inhumé. Un tombeau à la mesure de celui que ses opposants surnommaient le pharaon. Cet antique passé pharaonique ressurgit partout en Égypte aujourd'hui. À Alexandrie, un peu plus qu'ailleurs. La ville a été fondée par Alexandre le Grand, au bord de la Méditerranée, 3 siècles avant notre ère. En 2002, les Alexandrins ont décidé de faire renaître de ses cendres un monument qui a fait la gloire de cette cité il y a plus de 2000 ans. On est ici devant la bibliothèque d'Alexandrie. Le bâtiment de cette bibliothèque, qui doit contenir plusieurs millions de livres, a la forme d'un disque solaire sortant de la Terre. Le disque solaire qui rappelle d'ailleurs le dieu Ra, le roi et le père des dieux, qui éclairait le monde avec ses rayons, qui va continuer à éclairer le monde actuellement avec sa connaissance. C'est un projet pharaonique aussi grand comme les temples d'autrefois. Un ancien Égyptien ne serait pas du tout dépaysé avec le soleil, avec la lune, avec la forme pyramidale. Tous les symboles d'autrefois sont ici, là, présents. La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie peut accueillir 8 millions d'ouvrages, loin derrière la plus grande bibliothèque du monde, celle du Congrès aux États-Unis, qui abrite 32 millions de livres. Mais son ancêtre était l'une des plus vastes et des plus célèbres du monde antique. Elle réunissait les écrits les plus importants de l'époque. La bibliothèque a été réalisée en même temps d'ailleurs avec le phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles anciennes du monde. Ça a été créé durant le IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Ptolémée III. Et c'était pas seulement une bibliothèque pour conserver les manuscrits, mais c'était aussi un lieu d'étude et de recherche. Archimède, Euclide, Démocratès, celui qui a calculé la circonférence de la Terre, ont fait leurs études ici. Avant l'invention de l'imprimerie au XVe siècle de notre ère, les papyrus sont rares et chers. Pour remplir les rayons de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie, le pouvoir avait une méthode infaillible. Il mettait à contribution les voyageurs de passage. Tout bateau qui accostait à Alexandrie était fouillé et tout manuscrit était en fait confisqué du voyageur, copié dans la bibliothèque fille qui était adjointe au temple de Sérapioum pour que l'originel continue à enrichir la bibliothèque d'Alexandrie. Et le voyageur prenait une copie. L'ancienne bibliothèque d'Alexandrie a disparu, victime de plusieurs incendies, de pillages, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée entre -48 et 642 de notre ère. Pendant 13 siècles, elle ne fut plus qu'un mythe que les Égyptiens d'aujourd'hui ont fait renaître. L'Égypte antique, si on regarde bien, on l'a tout autour de nous et partout dans notre vie. D'ailleurs, tout ce plan de bibliothèque imitant le soleil, les colonnes lotiformes qu'on voit ici, c'est la salle hypostyle du temple de Karnak.
L'Égypte antique n'a pas disparu. Elle est toujours présente dans les esprits et dans la pensée des Égyptiens d'aujourd'hui. Les dieux des pharaons semblent encore veiller sur les habitants du Nil.